Garde. Merci de nous suivre pour tous les podcasts que nous faisons à propos de l'eau. Et il y a tellement de choses à dire et on a la chance d'avoir en France aussi pas mal de gens qui travaillent sur la question. Et on a donc hier, on avait reçu quelqu'un qui avait été un des pionniers dans l'écriture de livres concernant l'eau. Eh bien, on a un deuxième pionnier aussi, hein, Monsieur Yann Oliveau. Bonjour Yann. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Alors, Doc. je rappelle que Yann a écrit un livre assez important pour tous ceux qui s'intéressent à l'eau, qui s'intitule La nature de l'eau et qui se fait un peu. Comment on pourrait présenter ton livre en 10 mots? En 10 mots, c'est un panorama des mondes de l'eau, mais 50% des quelques 700 pages sont consacrées à la qualité de l'eau alimentaire. Bon, bah voilà, c'est parfait. Donc évidemment avec tout ça, Yann a fait énormément de conférences et Ouais, plus de 70 là. ah, t'en es maintenant à 70, ok. Alors aujourd'hui, on va aborder une question vraiment très simple, euh, puisque on reçoit quotidiennement je dirais des emails de gens. Donc moi j'en reçois quelques-uns. J'imagine que toi tu en reçois, d'autres en reçoivent qui travaillent sur l'eau, parce que la question de quelle eau boire au quotidien commence à vraiment sensibiliser un maximum de personnes. Et donc le but de ces petites vidéos qui vont durer pas plus d'une demi-heure, c'est que chaque intervenant puisse dire son point de vue, son expérience, ses connaissanses, et puisse un peu nous éclairer de savoir quelle eau boire, voilà, puisque on apprend quand même que l'eau de bouteille c'est pas super bon, du robinet c'est pas super bon, et donc chacun de nos invités émettra des avis, voilà, les plus justes, les plus justes, et en tout cas à laquelle il adhère. Donc Yann Oliveau est évidemment une des personnes les plus compétentes, hein, sur ce sujet-là. Donc Yann, je t'en prie, la question, quelle eau boire? Alors, quelle eau boire? Donc je commencerai en complément de ce que tu viens de dire, à dire que si dans la nature de l'eau, j'ai abordé les différents mondes de l'eau, la thématique de l'eau et la santé, c'est vraiment ce qui me motive toujours le plus, même si je surveille tout ce qui est géopolitique, écologie, économie, etc. Voilà, donc l'eau et la santé, c'est une veille constante depuis une quinzaine d'années. Et la première chose, c'est que après le livre, vers les années 2009, là, quand j'ai commencé à faire des conférences, le premier intitulé, c'était Quelle eau boire, mais quelle eau boire au singulier. Et maintenant, je me dis que ce vocable qui est générique, puisqu'on le met au singulier, n'a plus beaucoup de sens pour moi, et je le mets systématiquement au pluriel. Je mets quelle eau boire au pluriel. Voilà, ça paraît simple, mais je vais vous faire comprendre après pourquoi. Oui, parce que Moi, là, ce que tu dis, Yann, ça serait que quelle eau boire au pluriel, ça voudrait dire qu'il y aurait plusieurs eaux qui seraient oui, justes de consommer, c'est ça? voilà. Pour une raison simple, puisque on a malheureusement sur cette terre, on a une grave atteinte à la biodiversité, hein, beaucoup d'espèces disparaissent. Eh bien, on peut faire le pendant pour l'homme d'une diversité physiologique. Hmm. On n'a pas tous la même typologie physiologique et il semble que ça, on peut le corréler, mais encore de manière assez floue, c'est ça qui est passionnant, avec les différents types d'eau qui nous sont proposés. Alors, moi, j'ai repéré 4-5 grandes questions et qui présentent, voilà, on peut les qualifier de questions. La première, c'est qu'on a affaire à quoi complexe. Je l'ai toujours intitulé comme ça, alors que historiquement, on a toujours défini l'eau comme aqua simplex.
c'est H2O, c'est banal, on connaît tout sur l'eau. Non, c'est exactement l'inverse. Donc, en parlant ainsi de cette substance vitale aquacomplexe, il y a un paradoxe pour les gens, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à accepter que on ne puisse pas répondre de façon intégrale à cette question et de façon, comment dire, de façon certaine. Hein. Les gens sont toujours surpris de dire, mais physiologiquement, l'eau c'est simple, donc on comprend même pas l'origine de cette question. Et ça, je me suis aperçu que pour une minorité de gens, ils ont du mal à faire avec cette incertitude, et pourtant cette incertitude demeure, mais je vais avoir l'occasion de le développer. Deuxième chose, que tu connais bien aussi, Rodolphe, c'est pour un biologiste, notamment que je suis, moi, enfin biophysicien, la notion d'eau interfaciale. Alors, notre ami Marc-Henri nous a rappelé que nous sommes faits de 99% de molécules d'eau dans notre eau intracellulaire, qui est 2/3 de l'eau qui nous constitue, et que cette eau qui est très liée donc ce qu'on appelle les macromolécules, c'est-à-dire les protéines et l'ADN, sans lequel, au passage, ces molécules ne pourraient pas fonctionner. Et là, on a un déni extraordinaire dans la biochimie mondiale et la médecine, c'est que l'eau, on lui accorde quasiment aucune importance, c'est juste qu'un banal liquide de remplissage. Mais dans les types d'eau dont on serait constitué, on commence à y voir un petit peu plus clair. Et ce que peut dire un Marc-Henri sur les deux types d'eau qui coexisteraient. Alors je rappelle quand même pour les gens qui ne connaîtraient pas bizarrement Marc-Henri, puisque Marc intervient énormément de fois avec moi, mais bon, on ne sait jamais. Marc-Henri est professeur-chercheur à l'université de Strasbourg, voilà, et dans la section chimie. Je t'en prie, c'est juste pour refaire cette précision par rapport à Marc. Alors moi je fais le pendant de ces deux types d'eau existeraient aussi en biologie. Et on aurait donc deux types d'eau qui seraient en équilibre dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aurait un premier type d'eau de haute densité, voilà, avec qui serait assez semblable à l'eau que j'ai dans le verre ici, donc qui serait une eau solvante, osmotiquement active, mais qui serait majoritaire puisque c'est une balance entre de l'eau de haute densité et de basse densité. Cette eau de haute densité, elle serait majoritaire quand les cellules prolifèrent. Mmh. Alors, quand est-ce que les cellules prolifèrent? Eh bien, quand notre organisme renouvelle des milliards de cellules par jour, quand on se coupe, on cicatrise et il y a une prolifération cellulaire. Et puis, le troisième grand type de prolifération, c'est en cas de cancer. Il y a des cellules qui prolifèrent de manière anarchique. Bien, donc ce type d'eau de haute densité serait majoritaire quand les cellules sont en état de prolifération. Et il y aurait donc un deuxième type d'eau, lui de basse densité, qui serait largement majoritaire quand les cellules sont en repos. En science, on dit qu'elles sont quiescentes. Voilà. Donc, on a cet équilibre entre ces deux types d'eau corrélé au fait que les cellules prolifèrent ou alors elles sont au repos et en fonctionnement classique. Voilà. Alors, juste encore un petit détail là-dessus, c'est que dans le cas de cancer, les cellules cancéreuses ont deux grandes caractéristiques en termes hydriques, c'est qu'elles sont plus hydratées que les cellules normales, et on aurait cette proportion d'eau de haute densité, donc entre guillemets libre et non pas interfaciale, qui serait majoritaire. Mmh. D'où l'idée d'utiliser par exemple certains sels minéraux ou certains acides aminés pour restructurer l'eau, pour la faire revenir à un état d'eau interfaciale et non plus d'eau libre. Voilà.
c'était un peu long, mais En fait, pour comprendre ouais, ta longue introduction, visiblement, pour montrer l'importance de l'eau à boire, là, c'était important pour toi de faire une longue introduction, puis quand même assez rapide, puisque tu n'es pas rentré dans les détails, sur l'importance de l'eau dans notre corps, c'est ça, si j'ai bien compris, et quels sont voilà. les différents types d'eau. Donc, d'où le fait qu'il faut vraiment que c'est important de prendre en considération l'eau qu'on boit au quotidien. Ouais. Puisqu'en gros, on est de l'eau, quoi. Puisque nous sommes des êtres hydriques, oui. Voilà. Toujours dans les questions, ne jamais oublier que quand on pose cette question quelle eau boire, il y a quasi systématiquement derrière d'énormes enjeux économiques. Et Donc, c'est toujours utile de le rappeler, effectivement. voilà. Et on a une bataille scientifico-commerciale entre les partisans de l'eau du réseau, de l'eau du robinet, et les eaux en bouteille. On sait que les gens sont revenus assez majoritairement vers l'eau du réseau. Mais je pense que c'est une raison minoritaire parce que grâce à ce que beaucoup de gens font, dont toi, pour populariser le savoir sur l'eau, il y a une prise de conscience de l'importance de l'eau dans notre santé et le maintien de notre santé. Mais la raison majoritaire, c'est que la crise est là et que comme l'eau du réseau est au minimum 40-50 fois, au minimum, hein, je dis bien 40-50 Ouais. fois moins cher que le premier prix d'une eau de source dans une grande surface, voilà, les gens On vient vers l'eau. reviennent vers l'eau du réseau. Mm. L'enjeu écologique aussi, il devient de plus en plus prégnant parce qu'on sait que l'eau devient rare dans le sens où elle est malheureusement de plus en plus polluée et dégradée sur toute la surface de la planète à cause de l'homme, hein, Ouais. essentiellement à cause des activités humaines. Donc, comme on a besoin de différentes qualités d'eau pour les grands usages que sont l'agriculture, l'industrie, mais aussi nos besoins domestiques, Mhm. on a dans les nouvelles, comment dire, manières de pouvoir obtenir de l'eau entre guillemets potable, on a par exemple le dessalement de l'eau de mer dans les grandes villes côtières, hein. Notamment, c'est pas simplement réservé aux pays du Golfe, hein, mais en Espagne, Madrid, si je ne me trompe, on a une énorme unité de dessalement d'eau de mer. Seulement, quand on dessale l'eau de mer, on génère de grandes quantités de sel qui, lorsqu'on Mhm. les rejette, vont fortement altérer les écosystèmes environnementaux. Voilà, donc les enjeux. Et un dernier petit point, avant de rentrer dans les détails, alors que ça paraît peut-être évident pour beaucoup de gens, c'est le lien à faire entre la qualité des eaux brutes, celles qu'il y a dans la nature, l'eau que l'on rend potable, entre guillemets, et puis, in fine, c'est ça qui va constituer notre eau corporelle. Mhm. Mais ça veut dire que avec les pollutions de l'eau, ben, un bon polluant, c'est un polluant que l'on ne produit pas. Mhm. Et ça amène à un respect de l'eau qu'on a complètement perdu. Et je sais que tu fais partie des gens extrêmement sensibles à ce manque de respect qu'on a pour l'eau par rapport à ceux qui nous ont précédés, hein, Mhm. puisque c'est devenu une substance banale, puisqu'il suffit d'ouvrir un robinet euh, pour boire de l'eau. Voilà. Maintenant, sur ces eaux à boire, il y a deux choses simples à dire. D'abord, il y a 4 offres possibles d'eau. Mhm. Soit on boit de l'eau du réseau, soit on boit de l'eau en bouteille, soit on boit des eaux filtrées à partir d'eau du réseau,
Et puis il y a une dernière catégorie que certains, de plus en plus enfin, dans laquelle de plus en plus de gens s'interrogent, ce sont des eaux dynamisées à partir d'eau de qualité. Dans la réalité, il y a un mixte. Hein. Par exemple, si on prend réseau bouteille, les gens vont consommer prioritairement, par exemple, du réseau, mais il leur arrive en complément de boire de l'eau en bouteille. Bien. Ça, c'est pour les 4 offres d'eau. Puis, il y a 3 qualités d'eau. Soit elle est potable selon les normes dites EDCH pour eau destinée à la consommation humaine. Donc ça, c'est pour dire par rapport aux gens, on va dire que c'est la base de toutes les eaux publiques ou les eaux distribuées. Elle doit être potable. On peut pas passer. Voilà. Voilà. Mais ces eaux destinées à la consommation humaine encadrent non seulement les eaux du réseau, mais aussi les eaux en bouteille. Ah ouais, d'accord. À l'exception des eaux minérales qui ont des vertus thérapeutiques et qui ont une législation à part. D'accord. Mais les EDCH, c'est les eaux du réseau et les eaux en bouteille. Ok. Et puis, on a une deuxième catégorie, donc on a des normes pour ça. Puis, on a une deuxième catégorie que moi, je mets en avant. Alors, je vais en parler très rapidement avec la fondation du CRIO, Centre de recherche et d'information indépendante sur l'eau, où on conteste cette notion de potabilité et où on dit il faut changer l'évaluation, le type d'évaluation de l'eau pour viser une eau dite biocompatible. Donc une eau qui soit réellement compatible avec le vivant. Et ça passe par des tests biologiques. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de... Bon, voilà. Donc, deuxième catégorie d'eau. Peut-être pas, mais pendant qu'on est au CRIO, est-ce que tu peux nous indiquer si les gens veulent te contacter le CRIO, est-ce que tu peux leur donner une adresse Internet? Oui, alors, on vient de faire... on a émis un communiqué de presse en soutien aux travaux de Gilles-Éric Serralini sur les OGM aujourd'hui. Je ne sais pas l'impact que ça aura. Et il a fallu remanier les choses, bref. Et pour l'instant, j'espère qu'elle va bien marcher. On a une nouvelle adresse de courriel, nouvelle adresse email qui est CRIO, C-R-2-I-E-A-U, @hotmail.fr. Ok. Voilà. Donc, le CRIO, on met en avant cette deuxième qualité d'eau que serait l'eau biocompatible. Okay. Et puis, on a une troisième catégorie, très à part, ce sont les eaux thérapeutiques. Là, en France, c'est tout à fait particulier. C'est l'Académie de médecine qui peut, elle seule, définir quelles sont les eaux minérales thérapeutiques. Voilà, depuis à peu près un siècle. Bon, après, ça, c'est très rare. Enfin, je veux dire que les gens aient accès à cette eau-là, elle est quand même très rare puisqu'il faut se déplacer et c'est, je crois, avec l'aide de médecins d'ailleurs, parce qu'il faut pas boire cette eau-là de façon, il faut la boire. Oui, mais tu as raison. On peut effectivement bénéficier avec des bénéfices complets en cure, mais ces eaux, on les trouve quand même dans le commerce aujourd'hui. Hein. Ah oui. Mais voilà. Est-ce qu'elles perdent pas leur côté thérapeutique justement puisqu'elles sont dans le commerce? Si. Hein, voilà. Y a aussi un autre point sur lequel je voulais revenir parce que ça c'était quelque chose qui était enfin moi qui m'avait parlé quand on a commencé à travailler et on a commencé à échanger ensemble. Quand tu parlais justement donc de la première catégorie que là tu parles, c'est-à-dire de l'eau potable et avec en plus on va dire qu'il y a même dans les normes, bon, c'est même léger au niveau des normes, mais bon, ça c'est tout le travail justement que tu fais avec le CRIO. Et donc là, dans la deuxième catégorie, donc dans la première vous avez l'eau potable, et puis dans la deuxième vous avez ce qu'on appelle l'eau salubre, c'est-à-dire l'eau pour la santé. Et donc c'est l'action que toi et la fondation essayez de mener, c'est-à-dire d'obtenir dans des conditions un peu plus restrictives, un peu plus rigoureuses. Et pour la santé, c'est-à-dire donc des eaux salubres. Donc, ce qu'il faut savoir pour les gens, c'est que l'eau qu'ils ont à leur robinet n'est pas salubre. Elle est potable, mais pas salubre. Voilà. Voilà.
Si, bon, en français, le terme de potable, euh, avec sa définition juridique, ce serait une eau qui ne nuit pas à la santé, alors qu'une eau dite salubre ou biocompatible, les deux termes pour nous sont très très proches, c'est une eau qui favorise la santé. Ouais, Entre ne pas nuire et favoriser, bon, moi je trouve qu'il y a une nuance importante. Voilà, donc ouais. trois qualités d'eau, potable, biocompatible et puis thérapeutique. Voilà. Maintenant, dans les deux grandes catégories que sont les eaux du réseau et les eaux en bouteille, depuis plusieurs années, je me suis dit, pour le grand public, je cherchais les critères comparatifs entre ces deux types d'eau. Alors, les deux premiers, c'est assez simple. Le premier critère, c'est le critère économique. On en a déjà parlé. Il n'y a aucun débat à avoir puisque l'eau du réseau en France, en prenant le prix moyen du mètre cube, est au minimum 40, 50 fois moins cher. Je dis bien au minimum. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de fois moins cher que le premier prix des eaux de source en grande surface. Bon. Donc, la question économique, elle est assez vite réglée. La question écologique l'est aussi puisque les eaux en bouteille ont été critiquées notamment à cause du bilan carbone qui est très lourd. Alors, comment dire, le constat qui a été fait à partir d'une étude très très fouillée là-dessus, c'est qu'en moyenne, en France, on fait parcourir 300 km à l'eau entre le point où elle est captée et la bouche du consommateur. 300 km. Mhm. Donc, les eaux en bouteille, en termes de développement durable, Oui, entre, entre guillemets, à part la consommer de manière locale, avec très peu de transport et un bilan carbone faible, sinon c'est bon, c'est assez, c'est un non-sens en termes écologiques. Troisième critère, et c'est là où les polémiques se font jour, c'est l'aspect sanitaire. Et là, il y a deux choses essentielles à prendre en compte. La filtration de l'eau d'une part et la dynamisation de l'eau d'autre part. ouais. Et là où la plupart des spécialistes sur l'eau en France se sont, comment dire, en regardant les argumentaires, on arrive à un consensus assez général qui est de dire, bon, on a beaucoup de suspicions sur la qualité des eaux du réseau, même si ce sont des faibles doses, et les perturbateurs endocriniens dont on parle tant, comme le bisphénol A, agissent à très très faible dose, plus on a une synergie entre polluants, voilà. Donc, de plus en plus de gens filtrent leur eau. Alors, parce que là, on va devoir bientôt arrêter Ouais, pour que le programme soit court, etc. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour les gens qui nous écoutent, nous dire quel est le meilleur produit sur le marché avec et qui soit abordable pour la filtration. Et puis, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à la dynamisation? Donc, très vite, en 5 minutes, en fait. très vite, effectivement, le temps passe à une vitesse folle. Alors, sur la filtration, on a deux grands systèmes performants, des colonnes de charbon actif dits frités ou compressés, qui sont très performants et qui n'ont, en termes de performance, qui n'ont rien à voir avec le charbon actif en granulé des carafes. Hein. Là, on parle bien de colonnes de charbon actif compressées ou fritées, qui valent entre 150 et 200 euros, qui se branchent sur le robinet, voilà, qui filtrent jusqu'à 10 000 litres d'eau, ce qui est énorme. Voilà. Donc il y a un Tiens. rapport qualité-prix excellent.
Et on sait que ça arrête beaucoup, enfin la plupart des grands résidus médicamenteux ou hormonaux, des pesticides dipolaires, c'est-à-dire solubles dans l'eau, comme nous les définit Marc par exemple. Voilà. Deuxième grand procédé, l'osmose inverse, hein, qui est une membrane, c'est une filtration mécanique et qui, en théorie, ne laisse passer que les molécules d'eau. Voilà. Donc, Et en voilà dynamisation, Et alors, dynamisation, en dynamisation, ben, tout reste à faire dans le monde entier. C'est-à-dire que il y a à peu près, allez, entre 15 et 20 systèmes de dynamisation qui sont les plus connus, les plus vendus, les plus originaux en France, dont je d'accord. devrais parler dans un prochain livre sur le guide des eaux alimentaires. Mais Est-ce que, ouais. est-ce que vous avez une date de sortie de ce livre ou c'est encore flou? Non, La c'est date de encore sortie. flou, mais Ok. l'écriture avance. Avance. D'accord, oui, Voilà. on le souhaite vivement. Alors, moi, je regarde ce que les constructeurs ou les distributeurs de ces procédés de structuration de l'eau ou de dynamisation de l'eau mettent en avant. Seulement, pour moi, scientifiquement, il nous faut des études pluridisciplinaires et indépendantes. Mhm. Voilà. Donc, Alors, oui. intéressante et comme le dirait Marc, ben c'est un peu voilà où se situe l'incertitude. Visiblement, ces eaux que moi j'appelle modifiées, hein, Mhm. donc ces eaux dynamisées, sont riches de promesses, mais maintenant il faut les prouver et encore une fois de manière pluridisciplinaire et indépendante. Et ça c'est pas simple à faire. Alors, on va donc conclure pour finir avec la dynamisation. Donc, si je t'ai bien compris, Yann, donc il existe de souvenirs dans la nature de l'eau. Tu avais répertorié, je crois, plus de 200 procédés de Ouais, dynamisation. voilà. Et là, ce que tu es en train de nous dire, il y en a 15 ou 20 En qui France, en ouais, France qui tiennent la route. Et bon, après, comme tu le dis, là, bon, il faut encore prouver que enfin, encore faut-il le prouver. Bon, là, on va pas développer sur cette histoire-là. En tout cas, j'espère qu'on aura mais apporté voilà. Mais un, c'est un... ex- Oui. pardon, mais c'est une voie de recherche passionnante, hein. Ces eaux modifiées là. Ah oui. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci. J'espère en tout cas, merci à toi, Yann, De rien. d'avoir pris de ton temps pour faire un bon exposé de l'importance de l'eau, un peu le panorama du business aussi de l'eau, et puis quels sont les meilleurs procédés, on va dire, de filtration, pas de dynamisation, parce que malheureusement, on peut pas trop conseiller les gens. De toute façon, je donnerai la parole à certains d'entre eux parce Voilà. qu'ils ont aussi des choses à dire par Bien rapport à leur sûr, procédé bien sûr. et que mais des gens comme Yann ou d'autres personnes, même Jacques Collin hier, même moi d'ailleurs, je peux pas parler parce que sinon on veut rester indépendant et on veut pas faire de la publicité pour telle ou Voilà. telle personne. Par contre, moi, je me proposerais évidemment avec eux pour ceux qui le veulent, de communiquer sur leurs produits de la même manière, là, c'est-à-dire en 20-25 minutes, une demi-heure, sur leurs procédés. Et ils ont, eux aussi, par l'expérience de la pratique du terrain, ils ont aussi des bonnes choses à nous dire. Donc voilà. Encore merci Yann. Et ben, écoute, on se donne rendez-vous avec toi le 12 novembre, en Exactement, ouais. compagnie de plein d'autres amis. Voilà, Ouais, on va ouais. essayer Une grande première. une grande première. J'espère que techniquement ça marchera. Merci de nous avoir suivis et je vous dis donc pour les prochains Océan Sea Live en direct ou en différé si vous n'avez pas pu voir ce podcast en direct. Voilà, merci, au revoir à Merci. tous.